Et si les mémoires qu'on porte ne nous appartenaient pas totalement ? La Maison 4, c'est un podcast qui propose d'explorer le transgénérationnel à travers l'astrologie et les mémoires du corps. Ici, je vous partage mes découvertes, mes avancées, mais aussi mon expérience, le tout de la manière la plus simple possible pour vous apporter des clés concrètes pour avancer vous aussi dans l'exploration de vos mémoires. Et bienvenue dans ce 6e épisode de la Maison 4. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet central quand on parle du transgénérationnel parce qu'il y a tellement de choses qui découlent de ça. On s'en rend même pas compte en fait et ça passe à travers plein de choses. J'ai nommé les loyautés familiales. J'ai vraiment envie aujourd'hui, de façon toujours très spontanée, sans avoir préparé vraiment une trame, mais j'ai envie de vous parler de ces loyautés familiales, de qu'est-ce qu'on entend par les loyautés familiales et par quoi on peut commencer à les détecter ou en tout cas à se poser des questions sur certaines transmissions, certaines choses dont on va hériter de manière plus ou moins consciente. Et finalement, dans tout ça, qu'est-ce qui est juste pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Parce qu'en fait, c'est bien ça la question des loyautés familiales. On vient tous de quelque part, on en a parlé dans un épisode précédent, on vient d'un système familial qui nous transmet son histoire, ses valeurs, ses croyances. Et parmi tout ça, il y a évidemment des choses très très belles. Il y a beaucoup de choses que nos ancêtres nous lèguent, qui font partie de nous, qui nous soutiennent, qui nous portent et qu'on va pouvoir honorer en fait. Et puis, dans tout ça, parfois il y a aussi du tri à faire parce qu'il y a aussi donc, ce qu'on appelle certaines loyautés qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, qui peuvent nous desservir et qui peuvent nous faire vivre des choses dans notre vie de façon plus ou moins consciente qui ne sont pas forcément justes pour nous. Donc on parle de loyauté familiale visible ou invisible, consciente ou inconsciente. Il y a celles dont on a clairement conscience et celles dont on a justement un petit peu moins conscience et qui vont nous intéresser puisque c'est celles dont on n'a pas conscience qui vont le plus diriger notre vie évidemment. Celles qui sont conscientes, ça veut dire qu'à tout moment on peut arrêter de les reproduire puisqu'on en est conscient, on s'en rend compte. Celles qui sont inconscientes, on s'en rend pas forcément compte qu'on revit des choses, qu'on répète des schémas et on se rend pas forcément compte non plus que ça nous dessert. Donc c'est surtout celles-là sur lesquelles on va mettre le doigt et qui vont nous intéresser dans un travail avec le transgénérationnel, avec les mémoires familiales. Ces loyautés familiales, elles nous dirigent, elles nous gouvernent à partir du moment où on n'a pas posé de la conscience dessus. Elles sont là parce qu'elles nous permettent d'avoir ce sentiment d'appartenance, le sentiment d'appartenir à un clan, à une famille. Et pour appartenir à ce clan ou à cette famille, il faut respecter certaines règles et peut-être notamment certaines façons de vivre et certaines croyances. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces loyautés, elles agissent le plus souvent de manière totalement inconsciente. On ne les reproduit pas parce qu'elles nous font du bien, on ne les reproduit pas parce qu'on en a envie et que c'est un choix qu'on a fait. On les reproduit parce qu'elles laissent une trace dans notre inconscient et une croyance que si on suit un chemin différent, si on ne les reproduit pas, si on est déloyal au clan, à notre famille d'appartenance, alors peut-être on peut en être rejeté de cette famille. Et si on est rejeté, peut-être on peut mourir seul. Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres de lien, parce que l'homme a toujours vécu avec les autres et que le fait d'être seul, pour beaucoup d'entre nous, c'est considéré comme la mort. Donc être avec les autres, faire partie d'un clan, faire partie d'une tribu, ce sentiment d'appartenance, il est étroitement lié à la survie, à notre survie en tant qu'être humain. Donc être déloyal au clan, faire différemment du clan, inconsciemment, ça peut vouloir dire mourir. Être exclu du clan, pour beaucoup, c'est complètement impensable. Je ne peux pas faire différemment. Et puis même, je n'ai pas le droit de faire différemment parce que qui je suis, moi, pour décider de faire différemment de tout ce que mes ancêtres ont vécu. Ça, j'en parle un petit peu dans le 2e épisode quand je vous raconte mon propre parcours avec le transgénérationnel. Et en fait, cette loyauté, elle nous gouverne, mais sur tellement de choses. Donc j'ai envie de vous partager quelques exemples
quelques domaines dans lesquels ces loyautés aussi, elles peuvent nous impacter, et puis comment on peut mettre le doigt dessus. Alors déjà, les loyautés, on peut les voir d'une certaine manière dans la transmission, on peut les voir par rapport à notre prénom. Notre prénom, il est porteur de l'histoire familiale. On peut porter un prénom parfois, ou un deuxième ou un troisième prénom, c'est mon cas, pour honorer un parent, pour honorer un ancêtre aussi. Quand vous portez un prénom ou un deuxième ou troisième prénom qui existe déjà dans l'arbre, qui est peut-être celui d'une grand-mère, d'une tante, j'en sais rien, bref, d'un ancêtre, inconsciemment, du coup, vous êtes relié à cet ancêtre et potentiellement aussi à son histoire. Alors, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup. Moi, je suis née en 1986 et je porte en deuxième et troisième prénom les prénoms de mes deux grands-mères. Je les aime beaucoup, ces grands-mères, mais du coup, je pense qu'évidemment, mes parents ne se sont pas rendus compte à l'époque qu'ils me donnaient aussi, qu'ils me léguaient, sans doute en partie, un bout de leur histoire par le fait que je porte leur prénom. Donc, chaque prénom, il va avoir aussi son importance, une signification, une sonorité. Et c'est un héritage qui ne relève pas forcément du hasard, mais qui peut être aussi une projection des parents, un désir ou une attente de l'inconscient familial. Un prénom, c'est une prédestination inconsciente finalement. Donc ça peut être intéressant déjà de s'interroger, pourquoi je porte ce prénom-là ? Est-ce que c'est un prénom qui existe dans l'arbre ? Peut-être c'est lointain, peut-être c'est pas les personnes avec lesquelles vous avez grandi et vous le savez même pas qu'il y a une ancêtre qui porte le même prénom que vous, enfin que vous portez le même prénom qu'une ancêtre beaucoup plus loin dans l'arbre, et peut-être que même vos parents ne le savaient pas et qu'ils n'ont pas fait exprès. Donc déjà ça peut être intéressant de poser des questions. Et puis, ça peut être intéressant de s'intéresser aussi à la symbolique du prénom. Il y a une symbolique pour chaque prénom. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Je l'utilise un petit peu. Je sais qu'on peut regarder les prénoms en termes de langue des oiseaux. Donc en prenant un peu la signification des prénoms. Par exemple, dans le mien, dans Stéphanie, à la fin, on entend « ni » du verbe « nier ». Ce qui est très intéressant puisque ma fille a aussi un prénom qui finit par « ni ». Donc déjà, ça peut nous mettre à la puce à l'oreille de... Qu'est-ce qui est nié dans l'arbre et dans l'histoire familiale ? Pour le coup, ni le prénom de ma fille ni le mien se retrouvent dans nos arbres, mais il y a déjà la question de nier derrière dans ces deux prénoms qui est intéressante. Donc ça, voilà, la langue des oiseaux, décortiquer un petit peu le prénom et voir qu'est-ce qu'il y a comme mot dans le prénom, ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez aussi des ouvrages qui existent et qui sont beaucoup plus poussés sur la symbolique des prénoms. Moi, je travaille notamment en consultation avec celui de Annie Tranvouez, la symbolique des prénoms transgénérationnels. Il y a un tome pour les prénoms féminins et un tome pour les prénoms masculins. Il y a beaucoup de symbolique autour de nombreux prénoms. Je vous en partage quelques-unes ici que je connais. Bien par exemple, quand on va retrouver des prénoms avec des dérivés du mot ange, donc un enfant, une personne qui s'appellerait Ange, ou Marie-Ange, Angèle, Angela, etc., on entend le mot ange qui peut avoir un lien avec les défunts. Donc peut se poser la question, ça peut mettre la puce à l'oreille en tout cas, c'est pas des vérités que je vous partage là, mais ça peut mettre la puce à l'oreille de est-ce qu'il y a des deuils qui n'ont pas été faits dans l'arbre, est-ce qu'il y a eu des enfants qui sont morts très jeunes. Je ferai un épisode spécialement dessus parce que la question du deuil, elle est vraiment très importante aussi en transgénérationnel. Voilà, donc ça peut être une signification. On dit aussi que les prénoms composés, par exemple Marie-Ange, qui sont composés donc de Marie et de Ange, ou Anne-Marie par exemple, quand on a des prénoms composés comme ceux-là, il peut être intéressant de rechercher aussi dans l'arbre s'il y a eu des séparations. Alors, quand c'est deux prénoms féminins, ça peut être des séparations plutôt de fratrie, donc de deux sœurs ou de deux frères. Et quand c'est des prénoms composés mixtes, par exemple, j'en ai pas là qui me vient, Marie-Pierre, voilà, Marie prénom féminin et Pierre prénom masculin, là on peut parler plutôt de séparation de couple, de deux personnes qui s'aimaient et qui peut-être n'ont pas pu vivre pleinement leur amour. Donc ça peut donner des idées. Et pour revenir aux loyautés, quand on porte des prénoms de ces significations-là, quand on va chercher la signification du prénom, ça peut nous donner aussi des pistes sur le type de loyauté qu'on peut porter par rapport à des ancêtres de l'arbre. Vous avez aussi tous les prénoms de fleurs ou dérivés de fleurs comme rose,
c'est le premier qui me vient, mais Fleur, qui peut être aussi un prénom. Là, il peut y avoir la symbolique derrière au niveau de la sexualité, dans l'idée de déflorer. Il y a vraiment cette idée-là aussi, donc ça peut poser aussi cette question-là et ça peut donner un fil à tirer peut-être sur ces histoires-là, sur ces traumas de cet ordre-là. Donc le prénom, c'est déjà une première chose qui va nous donner des pistes. Déjà, pourquoi nos parents ont choisi ce prénom, s'ils le savent et s'ils peuvent nous le dire. Et puis, s'intéresser à la symbolique. Donc déjà, s'intéresser au prénom, à sa provenance et potentiellement à la mémoire qu'il porte ou aux aïeux qu'il va honorer, c'est une bonne porte d'entrée dans un processus de découverte de soi-même. C'est déjà une première chose. Ensuite, la deuxième chose qui peut nous donner un peu des pistes par rapport aux loyautés qu'on porte, c'est les métiers. Il se peut qu'on exerce un métier soit parce qu'il a déjà été exercé et par exemple qui se transmet de père en fils ou de mère en fille. Par exemple, si on reprend l'entreprise familiale qui appartient à notre père, qui avant appartenait à notre grand-père, etc., là, il y a une transmission consciente et du coup, ça va être intéressant de se poser la question de est-ce que c'est juste pour moi de continuer à travailler dans cette entreprise familiale ou est-ce que je suis en train de faire perdurer une loyauté qui n'est pas forcément juste pour moi ou des familles dans lesquelles on travaille dans le domaine de la santé aussi, de mère en fille. J'accompagne une femme en ce moment dont c'est le cas. Donc ça aussi, ça peut poser la question de la loyauté et de finalement, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres ? Et puis au-delà de ça, on dit aussi que le métier qu'on exerce, la profession qu'on a choisie, elle peut être aussi un moyen de réparer certaines choses dans notre arbre généalogique. Par exemple, si je travaille aujourd'hui à la protection des enfants, par exemple, est-ce que dans mon arbre, est-ce que dans ma famille, il y a eu des enfants soit qui ont été abandonnés, soit qui ont été victimes d'abus, soit par un membre de ma famille, soit par une personne extérieure, et ma famille a été victime. Et jusqu'à quel point, du coup, j'essaie de réparer ça, ou est-ce que j'essaie de rendre justice à ces enfants-là ? Pareil, dans le domaine de la santé, justement, si je suis infirmière, médecin ou autre, est-ce que c'est réellement par choix ou est-ce que peut-être il y a un ancêtre qui est mort d'une maladie incurable, peut-être très jeune aussi, qu'on n'a pas pu sauver, on n'avait pas les moyens de le sauver et du coup, finalement, inconsciemment, je me suis dit que moi, j'allais sauver des personnes qui sont malades et que j'allais pouvoir leur apporter cette aide que peut-être dans mon arbre, on n'a pas pu trouver. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut se voir très fortement à travers le métier. La troisième chose qui peut nous parler des loyautés, c'est ce qu'on appelle les dates d'anniversaire. Donc ça, c'est Anne Ancelin Schutzenberger qui a découvert le syndrome des dates anniversaires dans les recherches qu'elle a fait à travers l'histoire de ses patients et de leurs familles. Donc c'est vraiment un travail qui a apporté un nouvel éclairage sur les interprétations dans des répétitions de structures, d'événements, de traumatismes et qui permet d'interpréter les similitudes d'événements familiaux en faisant des comparaisons et des analogies. Donc l'idée de ces dates anniversaires, de ce syndrome de date anniversaire, c'est pourquoi et comment certaines personnes vont chaque année, à une période précise ou à un âge précis, répéter des faits qui ont joué un rôle important dans la vie d'un ou de plusieurs membres de la famille. Ça peut être, encore une fois, une manière inconsciente d'honorer et de vivre la mémoire de nos ancêtres pour se sentir reliés à eux. Donc ça peut être, par exemple, une maladie qui touche une femme au même âge que sa mère et sa grand-mère. Peut-être pas forcément la même maladie, mais peut-être qu'elles aussi, elles ont déclaré une maladie au même âge. Ça peut être, à chaque génération d'une famille, un adulte qui meurt au même âge. Ça peut être pendant une période, par exemple la période de Noël, tous les ans, un membre de la famille a un accident de la route, etc., etc. C'est vraiment l'idée que l'inconscient familial collectif va capter et mémoriser les événements chargés d'émotions, de mémoire, pour les transmettre et les redistribuer lors d'événements inattendus par des répétitions d'âge et de date. Ça, c'est vraiment le mécanisme de loyauté qui s'exprime dans le sens où je ne veux pas qu'on oublie la mémoire de cet ancêtre, peut-être par qui tout a commencé, peut-être le premier qui est mort de cette maladie, le premier qui a eu un accident, etc.
ou qui a vécu un traumatisme à ce moment-là. Et du coup, ça va se reproduire génération après génération jusqu'à ce que quelqu'un conscientise ça et libère la charge qui est reliée au premier ancêtre qui a vécu cet événement-là. Donc la loyauté familiale, elle va se transmettre de génération en génération jusqu'à ce qu'à un moment donné, on arrête cette répétition-là. Évidemment qu'on a la capacité d'arrêter cette répétition. Sinon c'est la fatalité et c'est quand même super triste. Donc ça va être important à repérer et en constellation à rendre en fait à l'ancêtre par lequel tout a commencé, même si on ne sait pas qui c'est, même si on ne sait pas à quelle génération c'était, même si on ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. En fait, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Et c'est ça aussi qui est quand même super rassurant. Mais quand on a remarqué qu'il y avait une répétition comme ça, on peut la rendre acquis de droit, reconnaître le vécu de cet ancêtre, reconnaître sa souffrance, le réhabiliter dans le système familial pleinement en le voyant et en l'honorant et en arrêtant d'avoir besoin de porter sa souffrance génération après génération. Et ça, c'est la même chose, j'ai envie de dire, dans plein de sujets différents. Ça peut être le couple, je vous en avais parlé dans mon exemple, mais voilà, pourquoi moi je peux être heureuse en couple alors que toutes les femmes de ma famille, elles ont galéré, elles ont été trompées, elles ont été toutes seules, elles ont été abusées, elles ont été trahies, etc. Donc, je reste loyale au clan et je m'interdis, je m'auto-sabote peut-être même. C'est la même chose au niveau financier. Sonia, dans l'épisode précédent, vous le partagez au niveau de l'accès à la propriété. Qui je suis pour faire différemment de mon clan ? Eh bien, la réponse, c'est je suis moi et j'ai le droit, en fait. J'ai le droit et c'est pas forcément évident à rendre. Moi, j'ai déjà fait des constellations où il y a une loyauté. On définit cette loyauté, on fait le pas de la rendre et au moment de le faire, c'est dur. Il y a des émotions parce qu'on a ce sentiment de trahir le clan, effectivement, sur le coup. C'est pas facile. Et pourtant, cette loyauté, elle nous dessert. Et pourtant, on a envie d'être libre. Mais inconsciemment, il y a cette force qu'on ne voit pas, cette force invisible qui nous lie à nos ancêtres. Donc ça prend du temps, ça prend de la douceur, ça prend des émotions aussi parfois qui ont besoin de s'exprimer à ce moment-là. Et en constellation, ça, c'est vraiment... pas plus tard qu'il y a une semaine, c'est exactement ce que j'ai fait avec une femme que j'ai accompagnée, de rendre cette loyauté-là à la lignée maternelle parce qu'elle ne nous appartient plus et parce qu'on n'a plus envie de la porter. Et quand on rend ces loyautés, on le rend évidemment avec beaucoup de respect, avec beaucoup de dignité, avec beaucoup d'amour. L'idée, c'est pas de jeter, tiens, reprends ton truc, reprends ta loyauté, là, reprends ton histoire, j'en veux plus, ça me gonfle. On le fait avec respect, en respectant l'histoire de chacun, de chacune, en respectant l'histoire de l'ancêtre et en honorant pleinement sa mémoire. Et je peux vous assurer que moi, à chaque fois que je fais ça dans une constellation, que j'accompagne une personne à le faire, l'ancêtre en face, s'il est reconnu, si c'est fait avec amour et avec respect, il dit pas non. Il dit pas non, il l'accepte. Et même, j'ai ressenti plusieurs fois de la fierté venant des ancêtres, genre, ok, elle l'a fait. Elle est capable de le faire. Elle nous rend notre truc et effectivement, c'est vrai, c'est pas juste. C'est pas à elle de le porter, c'est notre histoire. Et c'est notre responsabilité de pas en avoir fait quelque chose jusqu'à présent et d'avoir continué à le porter. On aurait pu faire comme elle. Peut-être on n'a pas pu. Peut-être on a choisi de pas le faire et c'est ok. Mais du coup, ouais, c'est chouette, elle peut nous le rendre. Ok, on le reprend. J'ai jamais rencontré de résistance dans une constellation. Encore une fois, à partir du moment où c'est fait avec respect et avec le cœur. Vraiment. Donc, c'est pas à libérer que c'est le plus difficile forcément. C'est peut-être plus à l'identifier finalement. Parce que comme c'est inconscient, encore une fois, on s'en rend pas forcément compte. Alors, comment on peut l'identifier ? Moi, vous le savez, maintenant, si vous êtes ici, je travaille beaucoup avec l'astrologie, notamment avec la carte du ciel de naissance, qui est vraiment une photographie du ciel au moment de notre naissance. Et dans cette carte du ciel, il y a ce qu'on appelle des maisons, qui sont des domaines de vie. Et la maison 4, qui nous parle de notre foyer, de notre famille, mais aussi de nos racines, pour moi, c'est la maison dans laquelle on peut le plus facilement identifier les loyautés familiales, parce que c'est une maison qui nous parle justement des croyances qui ont pu nous être transmises. Au sujet de l'argent, au sujet du corps, au sujet du couple, au sujet de l'alimentation, au sujet du travail. Bref, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut dedans. Et cette maison 4 en astrologie, elle permet de mettre en lumière en fait sur quelle thématique il y a pu y avoir le plus d'impact de ces croyances-là et surtout lesquelles vont nous impacter le plus et qu'on peut être amené à libérer.
Donc vraiment, par le biais de l'astrologie, moi, c'est vraiment comme ça que je travaille, notamment dans Odyssée, dans l'accompagnement Odyssée. Travailler la maison 4, regarder dans quel signe est la maison 4, est-ce qu'il y a des planètes à l'intérieur, de quoi parlent ces planètes, quelles sont les interactions avec le reste du thème, et notamment des points de mémoire familiale. Ça permet vraiment de poser de la conscience, de tirer des fils et de se dire, ok, là, il y a quelque chose qui peut être en lien avec, je sais pas, avec le couple, par exemple. J'ai peut-être une loyauté par rapport à ça, c'est peut-être ce que je viens travailler. Donc, quelles sont les histoires qu'on m'a racontées sur le couple? Quels sont les modèles de couple que j'ai eu autour de moi? Et en quoi ça peut résonner avec ce que je vis aujourd'hui en tant que femme? Voilà, tout simplement. En tant que femme ou en tant qu'homme, hein. D'ailleurs, c'est vrai que je parle plus facilement au féminin, mais il y a peut-être des hommes aussi qui écoutent. Donc, comment mettre en lumière? Je vous disais les prénoms, la date anniversaire, les métiers, se poser ces questions-là. Et puis, avec l'astrologie, aller regarder donc qu'est-ce qui se passe dans notre maison 4, de quoi ça nous parle et en quoi ça résonne avec ce qu'on vit aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un cheminement dans lequel je vous accompagne pas à pas dans Odyssée, donc soit en format rendez-vous individuel, 6 séances, et chaque séance, on va explorer en profondeur donc une des maisons de mémoire familiale, notamment cette fameuse maison 4, et puis mettre les choses en lien. Et puis Odyssée qui existe aussi en format autonomie, donc sur une plateforme avec des vidéos, des PDF, des pratiques corporelles pour vous connecter aussi aux thématiques qu'on aborde du point de vue des mémoires familiales. Et donc déjà pour avoir des pistes en fait, comme enquêter un petit peu dans sa carte du ciel grâce à l'astrologie et pouvoir poser de la conscience, mettre de la lumière sur certains de nos mécanismes et notamment sur ces loyautés familiales. Vous retrouverez le lien vers Odyssée dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, si vous avez envie d'aller plus loin ou d'en savoir plus sur cette Odyssée, sur la carte du ciel et sur les mémoires en lien avec l'astrologie et la carte du ciel de naissance. Voilà pour cet épisode sur les loyautés familiales. J'espère comme d'habitude que ça vous a apporté des pistes de compréhension, des clés en plus. N'hésitez pas à m'écrire pour me partager vos retours et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.